Bonjour. Après avoir vu à quoi correspondait en théorie économique et dans la statistique le chômage, nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet et voir une première théorie explicative du chômage, ce qu'on appelle le chômage conjoncturel. On va naturellement commencer par définir ce qu'est le chômage conjoncturel et puis après entrer justement plus dans le détail et voir quels sont les mécanismes qui expliquent cette forme de chômage. Alors, petite précision avant de commencer la définition, le chômage conjoncturel est aussi souvent appelé chômage keynésien, c'est exactement la même chose. Si dans un texte vous trouvez chômage keynésien, c'est du chômage conjoncturel. C'est simplement que le chômage conjoncturel a notamment été théorisé par John Maynard Keynes, qui est donc un économiste britannique, et notamment dans son livre Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc en tout cas, la définition de chômage conjoncturel que vous pouvez retenir pour l'instant, c'est la suivante. Le chômage conjoncturel est une forme de chômage liée à la situation économique. Je répète, le chômage conjoncturel est une forme de chômage liée à la situation économique. Alors, cette définition, elle nous avance peut-être pas trop, mais globalement, c'est exactement ce que veut dire chômage conjoncturel. On a le chômage et conjoncture, en l'occurrence, c'est la situation, et donc là on comprend que c'est la situation économique qui nous intéresse. Donc à ne pas confondre d'ailleurs conjoncture et conjecture. Conjecture, c'est une hypothèse, un terme qui est parfois utilisé d'ailleurs en mathématiques. Conjoncture, c'est la situation. Vous pouvez par exemple faire des conjonctures à propos de la conjoncture future, mais bon, mauvais jeu de mots est fini, de côté. Voilà, chômage conjoncturel, la conjoncture, notamment la conjoncture économique, c'est la situation économique, et donc le chômage conjoncturel, c'est le chômage qui est lié justement à cette situation économique, notamment à une mauvaise situation économique. Et alors justement, ce lien, on va le détailler plus précisément, mais en tout cas, on peut le voir assez facilement. Quand on regarde ce graphique, vous avez le taux de croissance et le taux de chômage. Alors, petite précision pour bien comprendre comment se lit ce graphique. Donc ça, c'est la courbe du taux de croissance et elle se lit par rapport à cette échelle-là. Le taux de croissance qui évolue qui approche maximum des 5% et qui chute là en 2009, puisqu'on n'a pas les chiffres de 2020, pour atteindre presque moins 2%. Et là, vous avez la courbe du taux de chômage, mais qui se lit par rapport à cette échelle. Et quand vous remarquez, la courbe du taux de chômage, enfin l'échelle, est inversée. J'ai inversé la courbe du taux qui montre l'évolution du taux de chômage avec donc on voit bien depuis les années 80 qui n'est pas allé au-delà, qui n'est pas allé en dessous des 6% et même en fait pas vraiment en dessous des 7%. Et donc quand on voit ces deux courbes, on voit bien qu'elles ont tendance à être assez parallèles. En tout cas, quand le taux de croissance augmente, donc c'est ce qu'on voit ici, le taux de chômage diminue, parce que ça il faut comprendre parce que la courbe est inversée. C'est pour bien mettre en avant la corrélation entre les deux. Et quand le taux de croissance baisse, ici, le taux de chômage augmente. À nouveau, la courbe est inversée. Et donc on a tendance à trouver, alors vous avez quelques exceptions, etc., mais on voit bien quand même qu'il y a une tendance, que ces deux courbes ont tendance à être similaires, et qu'il y a donc manifestement une corrélation négative entre taux de croissance et taux de chômage. Je rappelle, corrélation négative, c'est quand vous avez deux phénomènes qui évoluent ensemble, mais dans des sens opposés. Et là, typiquement, quand le taux de croissance augmente, le taux de chômage diminue, et quand le taux de croissance diminue, le taux de chômage augmente. Donc, corrélation négative. Voilà, on a déjà une première preuve, un premier élément de démonstration qu'il y a un chômage conjoncturel et qu'il y a un lien entre taux de croissance et taux de chômage. Alors après, évidemment, je vous rappelle, corrélation n'est pas causalité. Ce n'est pas parce que, juste avec ce document, en tout cas, on met en avant une corrélation négative. Cela ne signifie pas forcément, cela ne prouve pas en tout cas, que c'est la baisse du taux de croissance qui provoque une augmentation du taux de chômage. Ça pourrait être que vous pourriez avoir un troisième phénomène qui va à la fois faire baisser le taux de croissance et augmenter le taux de chômage. Ou vous pourriez avoir à l'inverse l'augmentation du taux de chômage qui va provoquer
la baisse du taux de croissance, parce que typiquement, si vous avez moins de personnes qui travaillent, du coup qui ont moins de revenus, qui consomment moins, tout ça sont des facteurs qui vont peser à la baisse sur le taux de croissance. Néanmoins, Keynes met en avant une théorie selon laquelle justement c'est la baisse du taux de croissance qui provoque une augmentation du taux de chômage. La théorie de Keynes est notamment centrée sur la notion de demande globale. Donc je rappelle, la demande globale, c'est l'ensemble de la demande pour les biens et les services produits dans un pays. Donc cette demande, elle repose sur plusieurs éléments. La consommation des ménages, certes, et on a souvent tendance à les confondre, mais ce n'est pas le cas. Vous avez d'autres éléments qui vont peser sur la demande globale. L'investissement des entreprises, par exemple, et d'ailleurs aussi la consommation et l'investissement des administrations publiques, et vous avez aussi les exportations, la demande de biens et de services qui vient de l'étranger. Donc tous ces éléments vont peser sur la demande globale de biens et de services dans ce pays. L'ensemble des biens et des services que les consommateurs et les entreprises souhaitent acheter dans ce pays. Et évidemment, pour savoir combien est-ce que les entreprises doivent produire, ces entreprises vont essayer d'anticiper le niveau de la demande globale, en se disant, bon ben voilà, je pense que les consommateurs et les consommatrices vont vouloir telle quantité de produits, qu'à l'étranger on va me demander tant, que les entreprises vont me demander tant, etc. Et donc je vais essayer de produire tel niveau. Et évidemment produire un peu plus pour être sûr. Et en l'occurrence, justement, elles vont du coup, en fonction de leurs anticipations sur la demande, elles vont produire une certaine quantité. J'anticipe qu'on va me demander que je vais pouvoir vendre tel produit, qu'on va me demander tel produit, telle quantité, donc je vais produire telle quantité. Parce que là, tout semble logique. Et, toujours très logique, très simple, en fonction du niveau de production défini par les entreprises, en fonction de leur objectif, elles vont engager un certain nombre de ressources, des ressources en termes de capital, fixe et circulant, mais aussi en termes de travail. Et donc, elles vont ajuster à la fois leurs embauches, mais aussi éventuellement les licenciements en fonction de leur niveau de production et donc en fonction de leurs anticipations de la demande. Et donc là, on comprend bien que quand les entreprises anticipent une demande importante, elles vont produire beaucoup et donc elles vont embaucher. Et à l'inverse, quand les entreprises vont anticiper une baisse de la demande, elles vont produire moins et donc elles vont licencier une partie de leurs salariés. Et donc là, on a ce lien entre quand la croissance augmente, les entreprises anticipent une augmentation de la demande, produisent plus et donc embauchent, baisse du taux de chômage. A l'inverse, quand la croissance baisse, les entreprises anticipent une baisse de la demande, produisent moins et donc vont licencier, augmentation du taux de chômage. On peut même aller un peu plus loin et montrer qu'il y a un côté circulaire finalement dans cet raisonnement, car en fonction de leur niveau de production, je l'ai dit, des entreprises vont pouvoir augmenter les ressources qu'elles utilisent pour produire. J'ai parlé du travail et des emplois, mais on peut aussi évoquer le capital fixe que j'ai juste mentionné. Et donc une augmentation du capital fixe, ça passe par des investissements, et donc une augmentation de la demande. De même, l'augmentation de l'emploi et donc la baisse du taux de chômage va se conduire à une augmentation des revenus pour les ménages, et donc à plus de consommation. Augmentation de la demande, et vous avez ce côté circulaire, mais qui peut aussi, qui est là, est circulaire dans un sens positif, dans un cercle vertueux. Plus on produit, plus il y a de revenus, plus on demande, mais ça peut aussi être un cercle vicieux, car quand la production baisse, les revenus baissent, il y a moins de demande, on produit moins pour anticiper cette baisse de la demande, et du coup, moins de revenus, etc. Moins de demande, moins de production, etc. Donc voilà, vous avez des cercles vertueux ou des cercles vicieux, en tout cas un raisonnement circulaire entre la demande et la production et le chômage. Voilà, c'est tout pour cette explication. J'espère que tout est clair sur le chômage conjoncturel. Et dans la vidéo suivante, on va voir justement qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour lutter contre cette forme de chômage. Bien, en attendant, bonne journée!